Eh bien, bonjour, bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Et maintenant, je vais laisser la parole aux éditions des Lisières qui vont nous parler de la collection Pinson des arbres. Voilà. Merci Denis, bonjour. Je suis Maud Leroy des éditions des Lisières et je suis aujourd'hui accompagnée par Karima Elkaraz qui a un petit peu de retard, un petit problème technique qui va nous rejoindre, Evelyne Marie et Pinar Selek, donc, qui sont 3 autrices de la maison et plus particulièrement de la collection Pinson des arbres qu'on va vous présenter aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation rapide de la maison d'édition qui a été fondée en 2016, qui est une maison d'édition de voix poétiques, voix VOIE, VOX, donc qui ne se limite pas à la poésie. Il y a actuellement une trentaine de titres au catalogue. Il y a 5 collections. Il y a la collection donc Affilante qui donne voix à des auteurs qui sont en lien très rapproché avec la nature. La collection Étrait, qui est une collection de voix de femmes en édition bilingue, donc de poésie, pardon. La collection Coléoptère, qui est une collection pour des formes plus longues comme le roman, la nouvelle, le récit. Et la collection Horty, qui est une collection autour des mémoires sociales. Donc la collection Pinson des arbres est la collection dont on va vous parler aujourd'hui, qui est une collection qui est destinée aux petits et grands enfants. Et il y a aussi une hors collection, puisque tout ne rentre pas dans les cases. Les Lisières, c'est une petite maison d'édition où je suis actuellement seule à travailler, avec donc les auteurs, autrices et traducteurs, traductrices, illustrateurs, illustratrices, et tous les professionnels, tous les métiers de la chaîne du livre. Donc voilà Karima Elkaraz, coucou. Il y a donc la ligne éditoriale de la maison, comme je l'ai dit, ce sont les voix poétiques, et avec un fondement féministe décolonial pour les valeurs. Et au niveau du travail, il y a un soin particulier qui est apporté au livre dans la fabrication, donc avec la volonté d'avoir un travail rapproché avec des imprimeurs et notamment avec un travail d'impression typographique. Donc j'imprime la plupart des couvertures en impression typographique avec souvent une linogravure originale. Et ça grâce à la rencontre en fait avec Pierre Mréjean des éditions Harpoé, qui est un éditeur typographe qui est basé dans le Vaucluse. Voilà pour les données techniques. Après, je travaille avec les mêmes imprimeurs depuis le début de la maison d'édition. Donc voilà, il y a le travail rapproché et plutôt convivial avec les professionnels du livre. Je ne vais pas plus développer pour la maison d'édition. On va passer à la collection Pinson des arbres, donc qui est la collection pour petits et grands enfants. Alors, j'ai fait un petit PowerPoint. Est-ce que ça va marcher? Tac. Non, pardon. Je n'ai pas cliqué sur la bonne. Oui. Donc, la collection Pinson des arbres, pardon.
Oulala. Désolée, je ne suis pas habituée au PowerPoint. Donc, la collection de Pinsons des arbres est une des 5 collections de la maison. Elle compte actuellement 4 titres. Donc, le premier titre que je vais vous présenter, c'est celui de Citlali qui s'appelle « Un baiser au ciel, mi besso », qui est donc un petit texte, un récit en bilingue français-espagnol qui est illustré en linogravure par Citlali. C'est un petit texte, un hommage en fait à sa grand-mère mexicaine et aussi à son arrière-grand-père. En fait, ce petit texte est parti d'un poème qu'elle a retrouvé de son arrière-grand-père et qui s'appelait Mi beso. Voilà, donc c'est le récit d'hommage à ses grands-parents aztèques qui mélange des petites recettes, donc le poème, très joli texte. Illustré avec 8 linogravures. La couverture donc, est imprimée en impression typographique et avec une linogravure originale de Citlali. C'est un texte à partir de 8 ans. Là, je vous ai mis quelques extraits du livre. Poésie est un mot offert par ta bouche très tôt, de ces mots qu'encore enfant je collectionnais comme autant de mystères. De ton père, malgré tout tant aimé, Louise, tu gardais un carnet de cuir avec quelques vers qu'il avait écrits d'une main appliquée. Les poèmes t'étaient dédiés à la première page, l'un d'entre eux et une photo de Belle endormie pendant ta lune de miel m'ont poussé à faire ce livre. Dors bien et rêve avec les anges, Gabi. Je vous épargnerai la version espagnole. Voilà, et j'ai perdu la présentation de Citlali. Donc, il y avait une petite fiche qui présentait quand même Citlali, qui est une dessinatrice et glaneuse d'histoire en papier, qui fait beaucoup de petits livres en papier découpé, qui fait des ateliers de linogravure et qui travaille avec le collectif des Ramettes à Rennes, qui est un collectif d'artistes autour de l'édition et de l'illustration. Voilà, donc j'ai perdu, excusez-moi, la photo de Citlali. Donc, on va passer au deuxième titre qui est Vert et les oiseaux de Penard Selleck, qui est donc avec nous aujourd'hui et qui a été illustré en linogravure par Elvire Reboulet et par moi. Donc, Elvire Reboulet, j'en parlerai plus tard. Pour commencer, donc, Vert et les oiseaux, je vais vous lire un petit extrait, l'ouverture du texte. L'histoire de Verte est une histoire du ciel. Les pigeons la racontent aux flamants roses, les aigles aux cigognes, les grues aux tourterelles, les oies aux cygnes. Les oiseaux qui ne volent pas la connaissent aussi. Les poules, les dindes, les autruches parlent tout le temps de Verte et de sa grand-mère. Gardez bien ceci en tête. Même si certains n'y croient pas, les histoires du ciel sont des histoires vraies. Écoutez. Donc, Verte et les oiseaux, c'est l'histoire de Verte et de sa grand-mère qui parlent donc le langage des oiseaux. Et au départ, c'est quelque chose qui fait très peur aux oiseaux puisqu'ils savent de quoi sont capables les humains. Mais finalement, un lien amical va s'établir entre Verte, sa grand-mère et les oiseaux. Et au moment où Verte va être emprisonnée, va être emmenée par son père pour travailler chez des gens, et donc enfermée, les oiseaux vont décider de la sauver et de l'emmener sur l'île de Cormoran-Souriante. Donc c'est l'aigle qui va la sauver, comme on peut le voir sur la couverture du livre. Et sur cette île, c'est là qu'il y aura la phase initiatique du texte, où Verte va apprendre des choses sur elle-même. Et donc, c'est le premier conte donc, pour enfants de Pinar Selleck qui a été traduit en français. Il y en existe 6 en Turquie, en turc. Et donc, c'est un conte initiatique, c'est un hymne à la liberté, à l'amitié et à la solidarité aussi. J'ai mis quelques extraits de l'intérieur du livre. Donc, c'est un texte qui a été traduit du turc par Lucie Lavoisier. Pareil pour Algues et la sorcière, qu'on verra plus tard. Il est donc illustré par 16 linogravures.
Voilà, et il est pour les enfants à partir de 8 ans. Donc, Penar Selek, qui est en notre compagnie, donc, vous la connaissez peut-être déjà pour son travail de sociologue, militante féministe et écrivaine turque, qui est exilée en France depuis 2011. 7 de ses livres ont déjà été publiés en français. Donc, il y a des essais, il y a 2 romans, donc il y a les contes. Voilà, et on peut en savoir plus sur le parcours de Penar Selek dans le livre qui s'appelle L'Insolente, qui est un entretien avec Guillaume Gamblin, qui est paru aux éditions Cambourakis. Et il y a également un autre livre sur son procès qui est paru cette année. Voilà, donc on va discuter. Ah non, je vous présente aussi, pardon, donc Elvire Reboulet, qui est aussi l'illustratrice. On fait des illustrations en binôme, donc les linogravures pour Verte et les oiseaux et Algues et la sorcière sont réalisées en binôme par Elvire Reboulet, qui fait les dessins, et moi qui les linograve. Donc, c'est ces 2 livres qu'on a fait ensemble. Avant ça, on avait créé une maison de micro-édition qui s'appelait Édition du Bon Pied. Voilà, donc c'est une longue collaboration et une longue amitié qui a amené à ça. Et donc, avant de vous parler d'Algues et la sorcière, je vais laisser la parole à Penar Selek. Par contre, on ne t'entend pas. Voilà, le micro. Il faut activer. Oui, Voilà. Bonjour encore. Donc, d'abord, peut-être je veux dire quelques mots pour notre belle rencontre parce qu'on est dans le monde des contes et je pense que quand dans la vie, vous sentez que les contes sont vrais, en effet, et donc vous vous attachez plus. Donc moi, j'ai toujours cru aux contes depuis mon enfance. Je crois qu'ils sont vrais parce que je crois à la magie qu'on peut créer avec notre relation, avec nos regards. Quand j'ai vu Maud dans la première fois dans ma vie, j'ai dit que c'est une fée de rivière. Quand elle s'est approchée vers moi, j'ai senti cette magie et vraiment, je suis très contente parce que cette magie, on se connaît depuis quelques siècles maintenant, depuis 2016, non, 2017, 2016. Donc, ça fait quelques siècles, mais cette magie n'est pas diminuée. Ça s'augmente tout le temps. Et vraiment, je sens la fierté de faire partie de la famille, disons, de la bande. De bande, c'est mieux, ça nous va mieux, de la bande de Lisière. Parce que j'aime beaucoup dire que moi, je suis militante de poésie et je pense que Maud Leroy aussi est une militante de poésie et dans la bande de Lisière, il y a plein de militantes de poésie parce que aussi, c'est pas seulement écrire des poèmes, mais aussi la façon dont tu produis le livre, comment tu travailles sur le livre, comment tu le diffuses, comment tu le défends, etc. Tout est poétique, tout est vrai. Et donc, je suis très, très contente. Donc, dans cette collection, ou dans cette maison d'édition aussi, il y a mes 2 livres, donc mes 2 livres de contes, Algues et la sorcière, Verte et les oiseaux, et qui est toujours qui était déjà publié en Turquie il y a des années. Et donc, c'est traduit, on a travaillé avec Maud et je suis très, très contente parce que depuis leur publication, parce que je suis quand même dans un nouveau pays depuis 2012. Tu as dit 2011, mais c'était 2011 décembre, donc ça fait 2012. Et grâce à ça, j'ai élargi
mes contacts, mes liens sociaux, et j'ai découvert beaucoup d'autres endroits. Par exemple, j'étais dans une aire d'accueil avec des enfants manouches. Je peux aller dans différents quartiers, dans différentes villes, et je peux avoir des contacts avec les enfants. Donc, c'est très important. Mais avant tout, je peux dire que les contes ne sont pas pour une catégorie sociale d'enfants. Donc, je ne crois pas à ça. Je n'aime pas la littérature pour enfants parce qu'on infantilise aussi des personnes qui ont moins d'expérience de vie, disons. Parce que aussi, quand j'étais enfant et quand j'étais plus jeune, disons, et on écoutait les contes, tout le monde ensemble. On écoutait les contes. Les contes, c'était pour tout le monde. Et cette catégorisation d'enfants grands, etc., même par rapport aux habits, par rapport à plusieurs choses, s'est développé très tard. Mais on est jeune, on est plus vieille, on a moins d'expérience, mais on a quand même de l'intelligence. Et ce qui se différencie un peu, c'est que les lieux d'enfermement, les lieux de discipline comme l'école, le travail, etc., nous routinisent aussi et nous enfermons de plus en plus dans le réel. Et je pense que ce réel, il est un peu dangereux. Nous vivons dans un réel qui construit, reconstruit et qui nous limite. Mais il y a tant de choses invisibles que ce réel ne montre pas. Je ne parle pas de la réalité. Je ne parle pas des vraies histoires que tu as lues, Maud, tout à l'heure. Les histoires de ciel sont des vraies histoires. Donc, je ne parle pas de la vérité. Je ne parle pas de la réalité non plus, mais je parle d'un réel et qui ne montre pas comme reality show. Et pour montrer ces invisibles, et en plus, pour imaginer, pour créer notre vie, nous avons besoin de sortir du réel. Il faut sortir de l'emprise du réel et imaginer. Et moi, je pense que j'ai besoin de cette imagination et j'ai besoin de pouvoir croire à la magie. Et quand tu commences à réfléchir, tu te libères aussi, tu te libères, tu imagines, tu te libères et tu sens la force de pouvoir créer. Et je crois que les dominants ont peur des personnes qui imaginent, qui sortent du réel et qui pètent un peu les câbles, ils pètent un peu folle. Je crois que quand on est plus jeune, on est plus folle et après on perd la folie. Et moi, je pense que pour sortir de l'esclavage de la routine, il faut un peu être folle. Et moi, je suis très contente. Tant que j'écris des contes, je garde ma folie. Voilà. Merci, Pinar. Merci. Je vais du coup vite. Ah, j'ai perdu mon PowerPoint. Zut. Je suis désolée, j'ai perdu le PowerPoint. On va faire sans du coup, pour faire vite. J'ai les livres à côté de moi, donc je vais vous montrer Algue et la sorcière, donc le deuxième conte qu'on voit très mal de Penar Selek, avec des extraits qu'on voit aussi très mal. Il faudra donc passer sur le salon du livre pour le voir. Voilà, donc c'est le conte, c'est l'histoire d'Algue qui vit sur l'île aux moules et qui est une petite fille qui… Donc sur cette île, en fait, les habitants ont très peur de la sorcière à la cape noire et le jour où la sorcière s'attaque
aux frères d'Algue. Algue décide d'aller voir qui est cette sorcière et de dépasser donc les peurs du village pour découvrir l'histoire de cette sorcière. Donc, c'est un très joli conte sur la peur de l'autre et les préjugés, sur le courage qu'il faut pour les dépasser. Donc, pareil, illustré en linogravure par Elvire Reboulet et par moi. Pareil, à partir de 8 ans. Voilà, on va maintenant passer, puisque le temps file, à Madame Flaina. Donc, on voit Madame Flaina derrière, qui a été donc illustrée par Evelyne Marie, qui nous en parlera, et qui a été écrit par Karima Elkaraz. On voit très mal le livre. Voilà, donc Madame Flaina, c'est donc un texte écrit par Karima Elkaraz, qui est inspiré par la vie de Touria Chaoui, qui est la première pilote d'avion du Maghreb et du Maroc. Et c'est un très joli texte sur comment on s'oriente vers le rêve, vers son rêve. Mais c'est aussi un texte qui prend corps, en fait, qui se passe en fait sous protectorat français au Maroc dans les années 50. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Touria Chaoui en fait, a réussi à devenir la première femme pilote du Maghreb et du Maroc. Ce qui, vous l'imaginez, n'a pas été facile. Et donc, pour en parler, je vais laisser Karima Elkaraz, donc l'autrice, nous faire une petite lecture et nous parler de ce texte. Karima Elkaraz est autrice et metteuse en scène. Elle travaille donc à la compagnie À bout portant. Notamment, elle travaille beaucoup en collaboration avec d'autres artistes, autres comédiens, comédiennes. Elle a écrit donc plusieurs textes donc mis en scène comme Madame Flaina et aussi je ne me rappelle plus le titre du deuxième. Et puis, elle écrit aussi d'autres textes qui interrogent aussi les questions de la colonisation, de l'histoire de l'immigration, notamment. Karima, je te laisse la parole. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ça va? Ouais? Ok. Oui. Je suis désolée, en fait, je dois quand même vous dire que je suis dans un endroit public qui pour l'instant est calme, mais voilà. Parce qu'en fait, je travaille sur un chantier, je suis à Nantes, et donc j'écris sur une histoire de chantier, et donc le théâtre est en chantier, et moi je suis du coup dans un café. Je vais vous lire la petite introduction qu'on a pensée avec Maud, puisque comme elle l'a expliqué, le contexte donc j'avais envie d'écrire cette histoire quand j'en ai entendu parler, l'histoire de Touria Chaoui, qui est donc cette première aviatrice marocaine qui a été assassinée à la veille de l'indépendance. Elle est décédée à l'âge de 19 ans. Donc ma compagnie s'appelle la compagnie À bout portant, puisque le premier spectacle de la compagnie s'appelait Malcolm X, et on avait travaillé donc à partir de l'histoire de Malcolm X, qui a été lui aussi assassiné à bout portant pendant qu'il donnait un discours. Et donc, on s'est intéressé plusieurs fois dans la compagnie à ces figures politiques qui ont été assassinées. Donc, la figure de Touria Chaoui est une figure qui m'a beaucoup intéressée pour transmettre cette histoire, notamment du fait de rêver dans un contexte qui n'est pas propice au rêve. Je rejoins tout ce que Pinar a dit sur la force de l'imagination, la force politique de l'imagination et la manière dont on essaye toujours d'éviter que les gens imaginent et rêvent des choses qui n'existent pas, qui semblent ne pas exister dans la réalité et même qui semblent ne pas être possibles. Donc, je vais juste vous lire cette petite contextualisation qu'on a imaginée avec Maud en introduction du livre. Madame Flaina est inspirée par l'histoire de Touria Chaoui, une jeune Marocaine qui rêvait de devenir aviatrice. Lorsque Touria naît en 1936, le Maroc est sous protectorat français. La France a installé dans le pays des commerces, des usines, des écoles et des églises. Les Marocains n'ont accès à ces lieux que pour y travailler ou s'ils acceptent de prendre les Français pour modèle en abandonnant leur langue, leur religion ou leurs habitudes. Pour un Marocain, d'autant plus pour une femme, il n'est donc pas facile d'apprendre à piloter un avion à cette époque. Découvre avec Madame Flaina comment Touria va réaliser son rêve.
Et c'est donc ce que fait ce texte, puisque l'idée, c'était aussi de transmettre, de trouver une manière de raconter aux enfants aussi ce qu'était la colonisation de la manière la plus incarnée et la moins, on va dire, binaire et schématique possible, tout en trouvant les mots, les outils pour le raconter. Et comme moi, effectivement, je viens du théâtre et je fais du théâtre. Ça a d'abord été un spectacle que le texte a évolué au fur et à mesure de la création, parce qu'on a créé le spectacle dans une école. On a été en résidence dans une école élémentaire à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouré. Et l'idée, c'était justement de transmettre à tous ces enfants, dont beaucoup avaient des difficultés à partager avec nous leurs rêves, ou des difficultés même à se projeter dans la vie du fait du contexte social dans lequel ils vivent, qui est le contexte d'où moi-même je viens. Donc, je vois bien le genre de limitation qu'on peut se mettre aussi en tant qu'enfant, quoi. Et donc, l'idée de raconter cette histoire est née aussi dans ce contexte de résidence théâtrale en milieu scolaire. Je vais lire du coup le petit extrait si j'ai encore le temps. Oui. Alors, je vous lis juste le début de la pièce. Ce n'est pas l'incipit, c'est le début. Je suis venue pour partager avec vous comment on se dirige vers son rêve, mais pour des raisons de sécurité, le mot rêve sera murmuré. Vous comprenez? Murmuré. Je vous ferai ce signe et vous chuchoterez le mot rêve. On va faire un essai. Il était une fois une petite fourmi qui avait un Rêve. Il faut chuchoter avec la petite voix de l'intérieur. Il était une fois une petite fille qui avait un Rêve. Très bien. Cette petite fille qui avait un Rêve. J'entends pas. Cette petite fille qui avait un Rêve. vivait dans le royaume du sultan Mohammed Ben Youssef, à une époque pas si lointaine. Dans ce royaume vivaient beaucoup d'étrangers, des Français, des Espagnols, des Anglais, des Italiens, des Allemands et même des Américains. Les étrangers possédaient des tas de choses dans le royaume du sultan Mohammed Ben Youssef. Ils possédaient des usines et leurs cheminées, ils possédaient des chars et leurs canons, ils possédaient des rues et leurs maisons, ils possédaient des routes et leurs feux rouges, ils possédaient des terres et leurs palmiers, ils possédaient des vaches et leur lait, ils possédaient des magasins et leurs caisses, ils possédaient des cafés et leurs terrasses, ils possédaient des restaurants et leurs menus, ils possédaient des écoles et leurs manuels. Ça donne un peu le tournevis, tout ça, non? Dans le royaume du sultan Mohammed Ben Youssef, les étrangers avaient créé ce qu'on appelait des protectorats pour protéger tout ce qu'ils possédaient. Et les plus grands des protecteurs étaient les Français. Vous l'aurez compris, les protecteurs avaient presque tout pris aux habitants, sauf une chose très importante, leur Rêve. Et il y avait là cette petite fille dont le Rêve. était de voler. Elle s'appelait Touria, ce qui veut dire étoile polaire, et on peut dire qu'elle n'avait pas froid aux yeux. Peut-être je m'arrête là. Oui, merci Karima, c'était super. On va laisser peut-être la place à Evelyne Marie pour qu'elle nous parle un peu des illustrations. Je laisse un peu la place. J'essaierai de remettre peut-être le PowerPoint après pour montrer quelques sélections des pages. Mais, Evelyne, si tu veux nous parler un peu de ton travail d'illustratrice en linogravure. Bonjour. Moi, je commence juste par préciser que effectivement, quand Maud m'a proposé d'illustrer ce texte, j'ai pas hésité parce que ça résonnait vraiment très fortement avec ce que j'aime dessiner. Je pourrais passer ma vie à illustrer des personnages de filles ou de femmes qui se battent pour réaliser leurs rêves. Donc celui-là, il est tombé, il est tombé à pic. Et donc oui, la particularité dont Maud m'a parlé tout de suite là dans la collection, c'est que c'est imprimé en bichromie, c'est-à-dire en 2 couleurs. Donc c'est un type d'impression qui est assez différent de l'édition de manière générale où c'est en CMJN. Et moi, je travaille en linogravure depuis très longtemps maintenant. Et en linogravure, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne
avec des couches différentes. Donc, c'est-à-dire que moi, je fabrique comme des tampons. Donc, je vais vous montrer peut-être des petits personnages. Donc là, vous pouvez voir Touria, ben voilà, Touria et son avion. Voilà. Donc, il faut imaginer, donc je grave comme dans du linoléum, mais c'est comme la gravure sur bois, comme vous pensez à Gutenberg. Et ensuite, à partir de tout ce vocabulaire de formes que je grave, je les utilise pour recomposer des images. Donc, comme Maud n'a pas pu tout à l'heure montrer, je vais peut-être tourner en montrer quelques-unes. Et donc, la particularité d'utiliser que 2 couleurs, c'est une contrainte forte, mais je trouve ça, moi, très, très intéressant. C'est-à-dire que plus la contrainte est forte, plus on est obligé de ruser pour arriver à ses fins et pour arriver à dire ce qu'on veut. Voilà. On a les attrapeurs de rêves. Et je trouve ça très, très intéressant, en fait, de contourner les obstacles pour arriver quand même à ce qu'on veut raconter. Je vais essayer d'arriver peut-être à une dernière image. Voilà. Celle-ci. Donc, et je peux peut-être aussi vous montrer quelques crayonnés. Donc, je travaille aussi directement en face du texte parce que j'aime vraiment l'avoir en face de moi. J'aime que les mots soient là et parce que physiquement dans la page, ils prennent de la place. Et aussi, il y en a de temps en temps qui sortent et puis qui arrivent à mes yeux et qui restent plus ou moins longtemps et qui guident l'inspiration, qui guident ce que je vais aller chercher. Bon, voilà, des fois, les crayonnés, ça ne ressemble pas à grand-chose. Il y a des numéros de téléphone et des gribouillages au fond. C'est comme ça. Voilà. Hop. Et bon, je ne vais peut-être pas vous faire tout le défilé. Peut-être juste pour terminer, moi, je voudrais revenir sur la poésie et ce qui m'a fait aussi vraiment accrocher avec ça. Quand j'étais une très jeune illustratrice, on refusait souvent ce que je proposais parce que c'était trop poétique et c'était un drôle d'argument. Et en fait, voilà, moi, je regrette pas, c'est vraiment ce que j'aime. Et quand un texte est poétique, c'est comme s'il laissait aussi beaucoup de place dans l'image pour que la poésie qui est dans l'image vienne, prenne sa place et vienne dialoguer avec le texte, quoi. Et voilà, je trouve que c'est du coup un des plus beaux et des plus plaisants exercices. Voilà. Merci Evelyne. Mais, je ne sais pas si j'ai le bon compte, a priori il reste 1 minute. Du coup, dire que Madame Flyna est donc un spectacle qui sera joué à... Ah non, il reste 10 minutes, super. Donc, on a un peu de temps. Je peux peut-être repartager l'écran. Non, il n'est toujours pas là. Ouais, non, désolée, j'ai vraiment perdu le... J'ai vraiment perdu le PowerPoint. Et maintenant, j'ai aussi perdu Zoom. Tout va bien. Je fais des livres papier. C'est pas pour rien. Que dire de plus? J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend bien. Oui. C'était juste donc, pour dire que ce livre, donc Madame Flyna est un spectacle qui est joué par Mouna Belgali, qui jouera donc jeudi 1er décembre à 15h30 au salon jeunesse de Montreuil. Dire que Vert et les oiseaux a eu aussi l'honneur de plusieurs adaptations théâtrales. Voilà, il y en a plusieurs qui sont en cours, des lectures, etc. Dire que aussi la maison d'édition propose aussi des animations scolaires, que ce soit autour de la fabrication du livre, de l'édition, de la poésie, et aussi des interventions d'auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices.
Voilà, il y a eu donc après dans le catalogue il y a d'autres livres qui sont aussi pour un public plus jeune, notamment collège-lycée, avec plusieurs titres qui ont eu des prix ou qui ont été sélectionnés pour des prix, notamment le prix Coco, le prix des découvreurs et le prix René Lénaud. Voilà, ça vous pouvez le découvrir sur le site internet sur www.éditiondelisières.com. Sur ce site, vous aurez aussi tous les liens normalement vers les sites des illustrateurs, illustratrices, auteurs, autrices, vers le spectacle. Et puis, il y a aussi le lien vers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Voilà. Pour ma part, si peut-être qu'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a du public, mais s'il y a des questions, on peut y répondre. Moi, je dois vous quitter. Je voulais juste dire que Maud, elle a l'air un peu timide, un peu qui n'arrive pas à faire les choses, mais c'est une vraie folle. Il faut avoir peur des folles comme ça, qui ne montrent pas qu'elles sont folles. Et heureusement. Enchantée, Karima, enchantée, Evelyne. Et j'espère qu'on va se retrouver vraiment, vraiment ensemble bientôt à Montreuil, justement, non? Oui. À bientôt. Au revoir. Merci, Pnar. Ciao. Alors. Du coup, pour information pour les spectateurs, si vous le souhaitez, en bas de l'écran Zoom, il y a possibilité dans la section Q&R de poser des questions. Je sais que... Et oser, hein, ça... faut pas hésiter. Alors, on a Antoine Géniaud qui nous dit merci pour cette belle présentation, du coup, au niveau du dialogue. Je ne sais pas, Karima, si tu veux parler aussi peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, du spectacle. Oui, alors le spectacle, c'est une forme, comme je l'ai raconté, qui a été créée dans un contexte scolaire. Et donc, c'est une forme qu'on a voulu la plus mobile et accessible possible. Donc, c'est une forme qu'on tourne partout, enfin, dans des écoles, des médiathèques, beaucoup dans des médiathèques, des centres sociaux, enfin, voilà, dans toutes sortes de contextes. Et en fait, c'est une forme qui est entre le conte et le théâtre d'objets. On a travaillé avec une accessoiriste qui s'appelle Florence Garcia, qui vient vraiment de la marionnette et du théâtre d'objets. Et l'idée, c'était de faire incarner les différents personnages, puisque là, dans le petit extrait que j'ai lu, bon, il n'y a pas l'évocation des personnages. Vous voyez, on a vu juste dans ce qu'a montré Evelyne, le personnage de Claire, qui est une jeune fille que Toulia rencontre quand elle se retrouve dans un sanatorium, puisqu'à un moment, elle a la tuberculose. Et donc, c'est la première fois qu'elle prend l'avion, c'est pour aller en fait se faire soigner. Au Satanorium. Au Satanorium, exactement. Oui, il y a aussi l'histoire de tous les mots, d'ailleurs, parce qu'on a entendu le personnage pour raconter ça. D'ailleurs, c'est intéressant sur le texte, le fait qu'elle dise murmurer au lieu de dire murmurer. En fait, je suis vraiment partie de cette idée que le personnage de Touria et donc de Madame Flaina est un personnage qui n'est pas francophone et qui du coup fait plein de petites fautes de français, et ça devient le prétexte en fait à un travail poétique sur la langue. Et puis c'est aussi une manière pour les enfants de reconnaître des mots, de les réentendre en les redécouvrant d'une certaine manière. Et donc il y a à la fois des mots qui sont déformés, on va dire, et puis d'autres mots qui ressemblent peut-être un petit peu plus à plutôt entre le mot déformé et le néologisme. Et voilà. C'est quelqu'un qui dit merci sur le... Alors oui, vous avez des personnes qui disent déjà, pouvez-vous rappeler les dates et heures de la représentation? Et Marie-Eliott qui dit merci pour cette présentation d'une maison d'édition aux accents poétiques. Alors oui, la représentation, elle a lieu le 1er décembre à 15h30
je crois, salle 2. Voilà. Et alors, il faut savoir qu'il y aura, il y aura plusieurs groupes qui seront là, des groupes d'enfants, puisque ça s'adresse d'abord aux enfants, mais bon, les adultes, ça nous arrivait d'ailleurs de jouer devant un public d'adultes. C'est pas, les interactions, c'est un spectacle très interactif aussi. Ça, j'ai oublié de le dire en fait. Enfin, vous l'aurez sans doute compris déjà à travers le geste pour évoquer le mot rêve. Donc, ne pas hésiter, si jamais vous avez l'intention de venir à la représentation, peut-être de passer par la compagnie pour réserver, parce que je pense qu'il y aura très peu de place pour le coup. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y aura bien sûr aussi toutes les séances de dédicaces où on aura l'occasion d'échanger. Et ça, je ne sais pas si... Oui, si j'arrive à retrouver les dates de dédicaces, donc vous pourrez retrouver donc Karima Alcaraz, donc le jeudi 1er décembre à partir de 10h, le 3 décembre qui sera donc le samedi de 15h à 17h et le 4 décembre, le dimanche de 16h à 18h. Evelyne Marie sera là le samedi 3 décembre de 15h à 16h, donc vous pourrez voir les deux autrices de Madame Kleina en même temps. Penar Selek sera là le samedi de 11h à 14h30 et vous pourrez nous retrouver toute la maison d'édition. J'ai mis un peu une photo avec pas mal de livres de la maison juste derrière moi, sur le stand A19A du Grand Marché, donc du mercredi au lundi, donc pour les professionnels. Voilà. Et après, vous avez derrière pas mal d'autres titres de la maison d'édition, dont Bacra qui a eu le prix René Lénaud. Donc, c'est un prix décerné à un poète contemporain sur des sujets autour des résistances. Vous avez Nu qui a été sélectionné pour le prix Copo. Il y a aussi Mère éléphante. Il y a le livre de Geneviève Peigné qui n'y est pas, Ma mère n'a pas eu d'enfant, mais qui est sélectionné cette année pour le prix des découvreurs. Et donc, ces prix en fait font que les auteurs, autrices font pas mal de rencontres scolaires. Voilà. Merci à toutes du coup pour votre intervention. Merci beaucoup aussi aux spectateurs pour être venus. Du coup, nous aurons l'occasion de vous revoir au Salon du Livre la semaine prochaine. C'est bien ça. Et je vais peut-être conclure là-dessus et vous souhaiter une très belle fin de journée. Vous remercier encore 1000 fois pour le temps que vous nous avez offert.